Bon, de retour sur le plateau pour entamer notre premier débat. On va parler de deux sujets avec notre analyste politique Rizk Chahata. Bonjour monsieur, via Zoom bien sûr. Bonjour monsieur Rizk Chahata. Bonjour madame et merci pour votre invitation. Vous êtes toujours le bienvenu sur Nile TV International. Alors on va parler premièrement du remaniement ministériel du nouveau gouvernement et le président Abdel Fattah el-Sisi qui a réaffirmé hier les grandes orientations stratégiques qu'il a adressées bien sûr au Premier ministre Moustapha Madbouli. Ces orientations reposent surtout sur 4 axes principaux, la sécurité nationale et la politique étrangère, le développement économique, la production et la sécurité énergétique et alimentaire, ainsi que la construction de l'être humain et le développement social. Alors, monsieur Rizk Chahata, selon vous, quels sont les défis qui affrontent le nouveau gouvernement, si on peut le dire, ou le travail demandé selon les directives du président Abdel Fattah el-Sisi dans chaque dossier ou chaque axe des 4 axes cités? Oui, tout d'abord, je souhaite féliciter les nouveaux ministres qui intègrent ce gouvernement suite à ce remaniement ministériel, notamment la ministre de la Culture, la nouvelle ministre de la Culture, Madame Jehan Zaki. Toutes nos félicitations et beaucoup d'espoir et de courage pour ces nouveaux, bien sûr, ministres. C'est logique que le gouvernement, donc c'est un remaniement. Le président de la République, Abdel Fattah el-Sisi, a donc décidé de refaire confiance à son Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, et ingérer du son moderne et des jeunes dans ce gouvernement pour relier l'expérience avec les nouveaux arrivés dans ce gouvernement. En même temps, on a remarqué que les ministères souverains, comme le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense et des Affaires étrangères, sont là parce que c'est une priorité en ce moment, la sécurité nationale. C'est la compétence de ces... Et en même temps, le président souhaite donc du travail sur la sécurité alimentaire. En fait, le mot sécurité, elle est importante, que ce soit la sécurité alimentaire, la sécurité nationale de l'État, de l'Égypte elle-même, la sécurité nationale, dans un contexte international très mouvementé, qui envoie les États-Unis qui va envoyer un deuxième porte-avions dans la région pour faire de la pression sur l'Iran. Et bien sûr, l'Égypte ne vit pas seule dans sa région, l'Égypte a un rôle important. Et du coup, franchement, se préparer avec un gouvernement qui a des jeunes et des gens qui ont de l'expérience, ne peut que... on peut se féliciter de ce choix. Je pense que stratégiquement, c'est le meilleur choix pour actuellement pour l'Égypte, quoi. Si donc on parle de l'évaluation de les mécanismes qui seront mis en place pour l'évaluation ou pour assurer le suivi du plan d'action donc établi par le président Abdel Fattah el-Sisi pour le nouveau gouvernement ou pour chaque ministère. On sait qu'il y avait donc un système d'évaluation pour chaque ministère. Comment donc ou dans quelle mesure ces mécanismes vont être efficaces dans le prochain gouvernement ou le nouveau gouvernement? Moi, je pense que le président Abdel Fattah el-Sisi, déjà, il est sur les mêmes objectifs, c'est-à-dire, il s'intéresse beaucoup aux jeunes, il s'intéresse également à tout ce qui est construire l'être humain égyptien par rapport à l'éducation, par rapport à
tout ce qui concerne le développement, parce que c'est un président moderne. Notre président Fattah al-Sisi, c'est un président moderne. Il suit la modernité partout. Quand on voit son parcours depuis 10 ans, franchement, l'Égypte ne pouvait pas avoir mieux que notre président. Et ce n'est pas, je veux dire, ce n'est pas juste des mots, c'est vraiment une victime conviction que l'Égypte avait besoin de notre président dans pas mal de dossiers, dans énormément de dossiers vitaux, que ce soit au niveau de la politique étrangère, la sécurité, la jeunesse égyptienne. Et donc, je pense, et en plus la démocratie, parce que ce remaniement, il devait passer donc par le Parlement égyptien pour l'approuver. Donc c'est un président qui respecte aussi les institutions, il respecte la démocratie. Après la constitution du Parlement, après les élections qu'ils ont fait aujourd'hui, que nous avons un Parlement égyptien qui doit donner aussi son mot par rapport à un remaniement du gouvernement. Et donc tout ça, ça va dans le bon sens, dans la mesure où il cherche la modernité avec vraiment son réalisme et ses études. Je ne sais pas comment il fait pour trouver le temps de gérer tout ça, mais franchement, c'est un président champion, quoi. Monsieur Rosco Chahata, si on parle donc du dossier économique, du groupe économique, dans quelle mesure, ou du groupe économique ministériel, dans quelle mesure donc le remaniement ministériel aidera à continuer donc dans le processus de réforme économique entamé par l'État égyptien depuis presque 10 ans? Ben, écoutez, le peuple, il a suivi son président et donc il a supporté quelque part tout ce qu'il fallait. Il a fait un effort, moi je dirais un effort quand même terrible, mais parce qu'il croyait à l'objectif final. Et je pense qu'on va y arriver à cet objectif final, c'est-à-dire un niveau de vie digne pour les Égyptiens. On a vu beaucoup de défis, on est en train de les gagner défi par défi. Et du coup, je pense que le peuple a supporté sa part, l'État a travaillé durement, et on commence à sentir un peu le fruit. Vous voyez, le prix de livre égyptien par rapport au dollar, il est en train de monter. Vous voyez, malgré tout ce qui nous a entouré, les problèmes du canal de Suez, les pertes de recettes, et on voit aujourd'hui que l'espoir, il est là. L'espoir, il y a des découvertes du gaz et du pétrole en Égypte, il y a pas mal de choses et c'est bien géré. Et le plus important, que ça soit bien géré pour que l'économie, qu'on arrive à une croissance, qu'on arrive aussi, nous sommes un peuple de 110 millions de personnes, et donc c'est une force de consommateurs énorme. Et en même temps, je pense que aujourd'hui, le peuple doit sentir un peu le changement et toucher un peu aux fruits économiques de l'État, comme tout peuple dans le monde. Oui, Monsieur Rosco Chahata, on va passer à un autre sujet, c'est la situation dans la bande de Gaza, mais aussi en Cisjordanie occupée, les derniers développements. Et comme vous le savez, il faut donc accélérer la mise en œuvre de la deuxième phase de l'accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza, mais il y a plusieurs obstacles donc qui entravent la mise à exécution de cette deuxième phase. Selon vous, quels sont les principaux obstacles alors bien sûr que l'armée de l'occupation israélienne continue de violer cet accord et de frapper tous les jours la bande de Gaza? Écoutez, l'unique obstacle dans cette crise, elle a un nom, ça s'appelle Benjamin Netanyahu, qui ne cherche à rater aucune occasion pour attaquer, pour trouver des prétextes, alors que l'Égypte, qui connaît bien son jeu, fait son travail avec le président des États-Unis, qui lui-même il fait des pressions sur Netanyahu. Et Netanyahu, bien sûr, il veut profiter de la crise iranienne
pour faire ce qu'il a envie de faire à Gaza. Mais l'Égypte, elle est là, elle comprend bien ce jeu, on trouve toujours des solutions. Il n'y a aucun peuple au monde qui a subi ce qu'il a subi, le peuple de Gaza. Et c'est vraiment quelque chose que ça devient insupportable. Et heureusement que nous, en Égypte, on a fait des guerres contre Israël, on impose la paix avec la force. Le président égyptien, il a fait une armée extraordinaire une armée bien sûr pacifique qui veut défendre les intérêts vitaux de l'Égypte. Et en même temps, ce n'est pas une armée agressive, on n'agresse pas nos voisins, on travaille avec une sagesse impossible, avec du patience. Mais moi je pense que les choses iront mieux quand il y aura des élections en Israël et qu'il y aura un autre Premier ministre, certainement. Mais aujourd'hui, il faut faire très attention, il faut vraiment se mettre sur ses gardes par rapport à chaque réaction du gouvernement israélien, qui est vraiment, pour moi, c'est un gouvernement d'extrême droite, et qui ne prend en compte aucune valeur humaine. Donc, heureusement, l'Égypte, elle est là, elle protège le peuple de Gaza, et donc il faut continuer sur cette lignée. Il y a d'autres affaires que de continuer à veiller, à protéger les citoyens de Gaza, que ce soit à Gaza ou que ce soit au Sud-Jordanie aussi. Aucune loi au monde ne permet à Israël d'occuper la Sud-Jordanie et d'occuper Gaza aussi. Et donc, pour moi, le problème, elle est claire, il faut tenir, il faut continuer la même politique, c'est une bonne politique. On a réussi à convaincre le président des États-Unis d'Amérique de notre cause, et donc on doit continuer sur cette voie. Et que pensez-vous donc des dernières déclarations, des dernières décisions du Parlement israélien, du gouvernement israélien concernant la Cisjordanie? Il a annoncé plusieurs mesures illégales pour enfin l'annexion de la Cisjordanie, et ces décisions ont été donc condamnées par bien sûr l'Égypte et plusieurs pays arabes et islamiques, mais aussi par l'Union européenne qui ont jugé que ces mesures, ces décisions sont illégitimes, et malgré cela, donc, on peut dire que Israël donc joue sur les deux sujets, l'annexion de la Cisjordanie et la destruction totale de la bande de Gaza. Que pensez-vous des dernières décisions sur la Cisjordanie, et qu'est-ce que les pays peuvent faire pour entraver donc ou pour arrêter les décisions du gouvernement israélien, à part les condamnations bien sûr? Oui, bien sûr. À chaque fois, il y a une provocation israélienne, de plus en plus de provocations. On dirait que c'est des gens qui ne calculent rien et que ce qui les intéresse, c'est leur intérêt personnel. Et donc, l'intérêt de M. Netanyahou, c'est de provoquer pour continuer à faire des déclarations sur toute la Cisjordanie. Alors, c'est contre toutes les lois des Nations Unies, de l'Europe, de l'Égypte. Il respecte rien, et il provoque, il continue à provoquer. Et donc, je pense qu'il y a quand même, une entente internationale de condamner tout ça, mais condamner, comme vous dites, ça ne suffit pas. Donc des relations super privilégiées entre l'Égypte et la Jordanie, et avec Ramallah également, avec Mahmoud Abbas, s'impose, et on a aussi la Ligue arabe qui doit dire son mot là-dessus, mais de toute façon, maintenant, depuis des décennies, nous sommes habitués, même depuis l'ex-premier ministre Menahem Begin, qui provoquait notre président Anwar el-Sadat à l'époque. Donc ça continue la provocation, et ça continue, nous, à avoir des réactions qui refusent, et la seule solution, c'est de constituer encore plus
notre force militaire. Nous sommes parmi, ou peut-être la première force militaire en Afrique. Donc, du coup, je pense qu'Israël aussi, elle fait attention à notre force. Ils parlent beaucoup, mais ils savent qu'il n'y aura pas des exécutions parce qu'il faut quand même passer par les deux de l'Égypte et c'est impossible aujourd'hui. Alors, Monsieur Roscoe Chahet, ma question c'est sur les scénarios selon vous les plus probables pour les prochaines semaines, surtout à l'approche du mois sacré de Ramadan, et que ce soit les scénarios sur le plan sécuritaire, le plan de la guerre, et aussi le plan humanitaire dans la bande de Gaza. Mais écoutez, on voit bien que M. Trump, qui envoie sa deuxième porte-avions et qui construit une armada militaire autour de l'Iran, et je pense qu'il fait une pression énorme, et si ça éclate, et s'il y aura une guerre, bien sûr, entre les États-Unis, Israël d'un côté, et puis l'Iran de l'autre côté, et l'Iran aussi a ses ailes, que ce soit Hezbollah, que ce soit Hamas de nouveau, et tout ça c'est lié malheureusement, et tout ça, donc, il fait perdre des années de travail, des années de chercher la paix un peu partout. Je pense aussi, là, heureusement, qu'entre l'Égypte et l'Arabie Saoudite, il y a une entente extraordinaire en ce moment, parce que nous avons les mêmes intérêts, surtout à la mer Rouge. La Somalie avec Israël qui reconnaît une partie de la Somalie comme état indépendant, c'est de la provocation encore et encore, mais nous sommes là, nous sommes prêts à chaque manœuvre israélienne, on est là pour œuvrer, et donc on ne peut que être désolé par rapport à ce qui se passe autour de nous dans le monde, parce que tout ça se reflète d'une façon ou d'une autre sur notre sécurité à nous, que ce soit du sud, que ce soit de l'est. On a quand même calmé un peu la frontière avec la Libye. Il reste encore du travail et c'est notre destin de travailler pour l'Égypte et de travailler aussi pour la région et pour travailler pour nos alliés. Donc on verra bien, mais moi je pense que dans les semaines à venir, je pense que ça va s'éclater un peu entre l'Iran et les États-Unis. Oui, et est-ce que vous voyez que les efforts et les consultations de l'Égypte avec d'autres pays et les efforts régionaux, les efforts diplomatiques, est-ce que ça va donc peut-être éviter une escalade régionale? Je pense que oui, ça sera toujours le travail de l'Égypte d'éviter l'escalade régionale et que pour limiter les dégâts. Sur certains points, je pense que M. Trump va suivre le point de vue égyptien, et c'est tant mieux. En même temps, je pense que Hamas a fait beaucoup de mal au peuple à Gaza, que Hezbollah a fait beaucoup de mal au Liban, et donc ce n'est pas la meilleure façon de résister à une occupation. Et en même temps, l'Iran maintenant qui veut défendre son arsenal de missiles menaçante un peu partout dans le monde, et le régime des ayatollahs, est-ce que c'est depuis 1978 et nous subissons ce régime un peu, est-ce que c'est le meilleur régime pour l'Iran? Il y a eu presque une révolution en Iran, le sang a coulé, et donc franchement, si on arrive pacifiquement à changer certaines choses dans le Moyen-Orient, ça évite des prétextes à Israël, parce que tout est lié, malheureusement, tout est lié. Un conflit entre Israël et l'Iran, il se reflète sur Gaza. Et donc, mais l'Égypte, elle est là avec un bâton de maestro pour essayer d'éviter au maximum et de protéger, la sécurité nationale d'Égypte et la sécurité régionale. Mais moi je pense personnellement que les prochains jours, ça va changer certaines choses dans la région. Oui, concernant donc la bande de Gaza, la Cisjordanie, mais aussi le dossier Iran, États-Unis, n'est-ce pas?
Absolument, parce que cette région. Israël elle ne sera pas assez folle pour faire plusieurs fronts. Ça lui suffit bien son front avec l'Iran, et je pense qu'ils n'oseront pas de chercher d'autres fronts, ou alors ce sera une catastrophe, des fautes graves pour le peuple israélien. Donc moi, je suis impatient d'attendre les élections israéliennes pour changer un Premier ministre qui a les mains pleines de sang, tout simplement, qui est cherché par toutes les justices internationales. Donc Israël, elle mérite un Premier ministre mieux que ça, et nous, on souhaite l'apaisement dans la région pour pouvoir se développer et comme tout pays respectable. Oui, on l'espère. Alors, Monsieur Rezko Shahata, vous êtes analyste politique. Merci beaucoup pour votre intervention et passez d'excellents moments avec d'excellentes journées, bien sûr. Et tout de suite, donc, on va retourner avec un autre sujet, mais après cette pause.